Alors, Philippe Desmaisons, donc, je rappelle, donc, vous avez travaillé chez AWS. Donc, en tant que fournisseur de services cloud, quelles actions mettez-vous en place pour accompagner vos clients dans l'adoption d'une infrastructure IT frugale? Merci pour la question. Alors, je vais faire comme mes confrères et consoeurs. Je suis ravi d'être là. C'est un sujet qui est important et sur lequel le plus on communique, le plus on comprend. Hein. On dit souvent que la compréhension, c'est la clé de l'action. Hein, donc, il faut déjà comprendre. Donc, ça participe à cette compréhension petit à petit des sujets. Donc, ça, c'est déjà voilà, l'introduction. Alors, c'est vrai que Véronique en a parlé tout à l'heure. Le cloud a un rôle à jouer dans cette logique du... Alors on verra, donc Green IT, IT for Green, on pourra revenir dessus, mais globalement, le cloud est un acteur qui, on parlait de massification, moi je dis qu'en fait, dans le cloud, ça correspond finalement au transport en commun de l'IT. On est le blablacar en fait de l'IT, puisqu'on va mettre en commun des ressources. Et en fait, c'est un peu comme une voiture. Hein. La voiture, quand je la gare, il n'y a plus personne qui peut s'en servir, enfin normalement. Hein. Donc, et là, déjà, dès lors qu'on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent servir de la voiture, hein, par exemple 5 personnes dans la voiture, eh bien, on a diminué d'un facteur 5. Donc, le cloud participe à ça. Et donc, on retrouve en fait la modalité classique du cloud qui est ce qu'on appelle un système de responsabilité partagée. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si on prend le domaine de la sécurité, nous, AWS, on va fournir une plateforme sécurisée, on va fournir un maximum d'outils, on va prendre par exemple le firewall, on va essayer de faire qu'il fonctionne comme une horloge. Par contre, le client en tant que tel, accompagné de ses partenaires, eh bien, il est responsable de son usage dans le cloud. Et donc, cette sécurité dans le cloud incombe au client. Alors, vous allez me dire pourquoi il parle de sécurité alors qu'on est en développement durable? Et parce que dans le développement durable, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, tel que le client qui définit ses propres règles du firewall, eh c'est pas parce qu'on aura un cloud qui serait une machine à laver AAA++, qui fait 5 kilos, qu'on va pouvoir se dire « Oh ben finalement, c'est cool, mon jean préféré, j'en ai besoin pour ce soir et on met qu'un jean ». En fait, il y a une logique d'usage. C'est pour ça que je suis extrêmement aligné avec ce qui a été dit à gauche ici, c'est qu'en fait, on a chacun une part. Et donc, nous, on prend notre part, bien évidemment. On cherche à faire que la plateforme soit la plus green IT possible. Donc, pour ça, je parlais du facteur 5 et du blablacar, c'est pas pour rien. Alors, le facteur 5, oui, d'où vient-il? Alors, ce facteur 5 vient en fait de plusieurs études que nous avons menées. On en a fait une donc sur la plaque Amérique en 2019, en 2020 la plaque Asie-Pacifique et en Europe en 2021. Et en fait, on a interviewé, donc c'est un organisme qui s'appelle le 451 Research, qui a interviewé 300 clients qui ont des chiffres d'affaires entre 10 millions et 1 milliard. Donc dans la gaussienne, en fait, on a enlevé les petits, on a enlevé les très gros, et on leur a demandé en fait quelle était la consommation dans leur data center privé, et on a fait en fait l'équivalent dans le cloud AWS. Et le data center médian, sur l'Europe, on retrouve ce facteur 5. Alors, c'est pour ça que je suis encore aligné avec ce qui a été dit, parce qu'il se trouve que sur la plaque Amérique, ils sont qu'à 3,6. Donc, ça veut dire que en Europe, pour faire tourner la même chose, chez soi, c'est 5 fois plus consommateur d'énergie, et aux États-Unis que 3,6. Alors, pourquoi ils sont mieux que nous? Surtout, ils n'ont pas le même comportement, parce qu'en fait, ils renouvellent leurs serveurs beaucoup plus souvent. Donc, ils ont des serveurs qui consomment moins. Mais si on regarde la fameuse analyse du cycle de vie au total, c'est pas obligatoirement gagnant. Donc, ce qui est important de voir, c'est que de toute façon, on est dans une logique où si on partage, on est gagnant. Et là, je rejoins en fait ce qui a été dit aussi, c'est-à-dire que on peut pas se contenter de dire, c'est dans le cloud, c'est chouette. Je prends le blablacar tranquille. En fait, il faut aussi, pour éviter le fameux effet rebond, faire en sorte qu'on contrôle ses usages. Et là, c'est tant du domaine de l'IT et de la DSI que des métiers. Alors, je voulais juste revenir avant d'aborder effectivement cette thématique très intéressante de l'effet rebond, mais je voulais juste revenir sur l'explication du facteur 5. Alors, le facteur 5. Il y a le facteur mutualisation, il y a aussi chez AWS un facteur que vous allez nous expliquer. Alors, exactement, il se trouve que donc, le premier facteur, on en a parlé, c'est effectivement le transport en commun de l'IT. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à imaginer. Après, il y a quelque chose qui est peut-être un peu moins intuitif, qui est le fait que, comme nous fabriquons 100% de notre hardware, eh bien, ça a un impact très important. Alors pour ça, j'essaye de l'expliquer par ce que j'appelle le syndrome du traitement de texte. Alors, ne cherchez pas sur votre moteur de recherche préféré. D'abord, ça va consommer du CO2 pour rien. Et ensuite, c'est ma façon d'expliquer les choses. En fait, quand j'utilise un traitement de texte, je suis un piètre
utilisateur, je fais du gras, du souligné, de l'italique de temps en temps. Je fais une table des matières, c'est le maximum que je puisse faire. Autrement dit, j'utilise moins de 10% des fonctionnalités. Pourtant, c'est bien 100% du traitement de texte qu'on retrouve dans la mémoire et qui utilise le processeur. Ça veut dire qu'il y a inadéquation entre à la fois la ressource consommée et les usages. Et donc, nous, de par notre métier et notre ADN, alors j'aurais bien aimé que ce soit pour ça, mais en 2006, c'était pas pour ça qu'on a décidé de fabriquer nos propres hardware. La vraie raison, c'est la sécurité. C'est qu'on voulait être maître de bout en bout de tout ce qui pouvait être mis en place pour nos clients. Et de ce fait, en fabriquant notre propre hardware, on a aussi en fait, travaillé sur la mise en adéquation des ressources et des usages. Et alors ça a aussi un autre bénéfice économique, tout simplement, puisqu'il n'y a pas de gras, grosso modo. On est sur un business de très large volume, mais à faible marge. Et donc, ces deux éléments combinés, le Blablacar de l'IT, plus le phénomène du traitement de texte, où on met vraiment, enfin, un anti-traitement de texte, on met vraiment, en fait, l'adéquation des ressources et des usages. Ça peut faire un peu vétéran de l'IT, mais mon premier ordinateur, c'était un PC, et donc, il avait un disque dur de 10 mégaoctets, et une mémoire de 512 kilos. Eh bien, figurez-vous, j'avais un traitement de texte. Voilà. D'accord. Alors, donc là, vous venez de parler de cet aspect des choses. Maintenant, quelles sont les actions que vous menez pour accompagner vos clients sur les usages dans le cloud ? Alors, effectivement, donc on a dans la partie donc qui est la partie haute, donc la durabilité dans le cloud. Donc on accompagne au quotidien nos clients. Donc pour ça, en fait, depuis plusieurs années, nous avions donc un framework en bon français, m'excuserez, donc qu'on appelle le Well Architected Framework. Donc c'est pour accompagner nos clients à ce que ce soit bien architecturé. Donc historiquement, le premier pilier, devinez quoi, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est la disponibilité. Le troisième, la performance. Le quatrième, pour faire plaisir à mon c'était le coût. Le cinquième était la maintenabilité. C'est bien beau de faire des belles architectures, mais si c'est compliqué à maintenir, c'est pas terrible. Et nous avons rajouté en 2021 le développement durable. Donc nous avons codifié dans la console directement donc des questions-réponses pour accompagner nos clients. Et ensuite, on a tout un livret de bonnes pratiques auquel en fait on travaille aussi avec les partenaires pour que ça soit en fait un complément, que ce soit eux qui appliquent l'ensemble de ces éléments-là. Donc cette logique de Well Architected est un outil qui est une sorte aussi d'espéranto de tous nos clients pour travailler sur les mêmes sujets et parler de la même chose. D'accord. Alors ce framework vient en complément d'autres outils que vous mettez à disposition de vos clients. Alors oui, donc en fait en termes de panel d'outils, alors celui-là, j'aime bien en parler en premier parce qu'en fait finalement c'est sur les usages qu'on va vraiment avoir un levier. Après, effectivement, on en a un pour la mesure. Je rejoins Véronique sur la difficulté de la mesure, parce que effectivement, quand on fait une analyse de cycle de vie complète, c'est très compliqué, parce qu'on est d'abord tributaire de plein d'éléments qu'on ne contrôle pas. Et je vais rejoindre, et je suis vraiment désolé de rejoindre énormément tout ce que vous avez dit, mais on a eu aussi une logique de faire que le CO2 est pas toujours la bonne mesure, parce que ça met du temps à être calculé correctement et être précis. Donc cet outil, il est la frontière entre nous et nos clients. Donc c'est le carbone en fait footprint tool qui est dans la console, et d'ailleurs aux côtés de la partie FinOps on retrouve la consommation en équivalent carbone. Alors pour l'instant, parce que c'est compliqué, et pour ça que donc sur le scope 1, le scope 2, c'est-à-dire ce qu'on émet directement nous à AWS, et sur l'énergie que nous utilisons, sachant qu'aujourd'hui sur ce scope 2 on fait énormément d'efforts d'achat d'énergie renouvelable. Mais au-delà des achats, surtout, c'est plus de 300 projets dans le monde qui travaillent avec les gens du métier de l'énergie, où on s'engage à leur côté sur à la fois des lettres d'intention et ce qu'on appelle des Power Purchase Agreements, des PPA, où en fait on travaille ensemble dans la durée pour qu'il y ait suffisamment d'énergie renouvelable et qu'on ne fasse pas que consommer ce qu'il y a aujourd'hui, mais travailler dans le futur. Donc, si je résume, vous accompagnez vos clients dans leur utilisation du cloud afin qu'ils décarbonisent leurs activités. Exactement. Donc sur la partie Green IT, on en a vu, mais après effectivement, on ne fait pas partie que du problème, parce qu'effectivement, on l'a dit, c'est que 5%, et puis après il y a tout le reste. Et finalement, le cloud, et on voit bien, on imagine bien que derrière chaque tableau qui est du GIEC, il y a énormément d'heures de calcul. Donc on voit bien que aujourd'hui c'est un outil. Alors encore une fois, il faut être frugal dans son usage, mais c'est un outil surpuissant pour arriver à détecter de la décarbonation. Donc on a des acteurs qui se sont vraiment engagés très fortement sur ce sujet-là. Alors des startups françaises, après des gros du métier tel Engie par exemple, qui a travaillé sur un gros projet de data lake pour arriver à savoir où est-ce qu'ils consomment et brûlent du CO2. Et là, pour le coup, on vient les aider sur ces sujets-là.
D'accord. Alors on va parler de cet aspect avec vous, Patrick Fulop. Donc je rappelle, vous êtes VP Cloud Operations chez Thales DIS. Alors Thales DIS, le DIS veut dire Digital Identity and Security. C'est l'ex Gemalto. Vous allez nous en dire un mot en introduction. Oui, j'imagine que vous avez un téléphone portable ou une carte de crédit. Bien sûr. Voilà, sans le savoir, peut-être qu'on travaille déjà pour vous. D'accord. C'est la branche civile qui correspond à l'ancien Gemalto. Thales fait à peu près la moitié dans le civil, la moitié dans le métier de la défense. Et dans le métier de la Digital Identity and Security, c'est une grande partie telco, une grande partie bancaire, mais aussi l'aide au gouvernement pour les papiers d'identité dans un certain nombre de pays. Alors, pour Thales DIS, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles étapes la trajectoire vers l'informatique durable passe-t-elle et quels objectifs cherchez-vous à atteindre? Oui, alors moi je m'occupe plus particulièrement d'une équipe qui est en charge d'aider les différentes business lines, telco, bancaire, etc., à bien gérer leurs opérations informatiques qui sont revendues à nos clients. Voilà, donc on est un opérateur de SaaS. Donc mon sujet est plus particulièrement le cloud, privé ou public. Et donc un des principaux sujets pour permettre d'être extrêmement frugal, c'est d'aller dans le cloud public, qui nous permet de gagner effectivement au moins un titre de la consommation électrique, pour être très pragmatique, au moins un facteur 5, hein, comme le disait Philippe. Ça, c'est quelque chose qu'on constate. Et on est dans un marché qui est en pleine évolution, où on voit l'apport de la digitalisation qui a été accéléré par le Covid. On voit un besoin en produits dématérialisés, les cartes eSIM, les cartes de crédit virtuelles. Donc, on voit une demande qui explose. Et donc, un de nos grands sujets, c'est d'aller dans le cloud public pour le faire de façon la plus frugale possible. Parce que le meilleur carbone est celui qu'on ne génère pas. Donc si on peut utiliser d'abord à même charge applicative une consommation bien moindre, on gagne beaucoup. Effectivement, après, la compensation ne vient qu'en dernier ressort. Donc voilà, donc en migrant, alors c'est d'ici 2024, hein, je crois, donc une grande partie de votre informatique vers le cloud public, vous espérez atteindre ce facteur 5. C'est bien, oui, ça, si je résume votre propos. Tout à fait, c'est les mesures, le type de mesures que l'on fait. Okay. Alors, c'est des sujets compliqués. Donc un des premiers points pour atteindre cet objectif et sensibiliser les directions métiers, c'est d'abord de former les gens. Malheureusement, il y a peu de contenu qui existe sur ce sujet qui est complexe. Donc on a décidé, on avait déjà créé une Cloud Academy. On a décidé de créer un track complet sur le Green IT pour expliquer ce que c'était, selon nous, dans l'état de maturité qui est actuellement celui du marché, et de fournir ce contenu pour sensibiliser et permettre d'avoir l'utilisation la plus frugale possible des applications. Donc on a décomposé en fait le Green IT. Pour nous, si l'IT c'est le DevOps, on a décomposé le Green IT en Green Dev plus Green Ops. Le Green Dev, c'est la gestion la plus frugale possible du développement d'applications. Donc là, par exemple, Thales DIS a participé à le groupe de travail de l'AFNOR pour donner, en termes d'éco-design, un certain nombre de bonnes pratiques et les partager. Donc ça, c'est un des premiers points. Moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie GreenOps. Donc GreenOps, c'est la façon de faire tourner l'application de la façon la plus frugale possible. Donc nous, c'est une stratégie plutôt cloud public que l'on utilise pour ça. Et c'est une stratégie qui comme on l'a expliqué, actuellement, la mesure est difficile parce qu'on n'a pas forcément une grande maturité. Donc on a décidé d'être très pragmatique, de se focaliser sur le scope 2, qui est la consommation d'énergie électrique, en attendant qu'on ait des données très précises sur le scope 3, qui est la consommation pour générer le matériel, sur la partie cloud. Et sur ça, on a décidé, parce qu'on avait déjà une équipe FinOps très performante, on avait déjà des mesures qui étaient données chaque mois à chaque responsable applicatif sur la consommation effective en termes d'argent financier par rapport au cloud. Il y avait un lien évident avec la consommation électrique. Donc on a inclus dans ces rapports, et c'est ce qu'on appelle le Carbo-FinOps, c'est peut-être un mot qu'on a créé, ou je ne sais pas si on l'a trouvé ailleurs, mais en tout cas, c'est faire le lien entre les deux, en donnant dans chaque rapport effectivement quelle est la consommation électrique liée, le kilowattheure, qui est pour nous notre pivot de mesure important sur la consommation électrique, parce que ça, c'est une mesure tangible, physique, mesurable, qu'on peut comparer dans le public et dans le privé. Et ensuite, d'en déduire le carbone généré. Donc ça, c'est une hypothèse. Effectivement, ça évolue beaucoup. Des fois, on est obligé de faire des rétrocalculs pour corriger les mesures précédentes. Mais on a choisi aussi, pour bien sensibiliser les gens, parce que c'est difficile de savoir ce que c'est qu'un kilowattheure, ou c'est difficile de savoir ce que c'est que du CO2, de donner le nombre de jeunes arbres plantés qu'il faudrait planter chaque mois pour compenser les émissions carbone. Donc c'est un équivalent facile à comprendre, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on sensibilise un responsable applicatif pour lui dire « attention, tu pourras gagner 5 kWh ou X kilos de CO2 », c'est bien, mais comme le disait Véronique, il y a toujours un trade-off. Par rapport à ma responsabilité de garder l'application la plus fiable possible
ou perdre un petit peu de CO2, c'est pas très grave. Si on lui dit que ça éviterait de planter 42 arbres par mois, ça lui parle. Et dans certains cas, ça a joué pour déclencher des actions plus facilement. Philippe, vous vouliez réagir ? Alors justement, en fait, ça rejoint l'idée de la mesure CO2, qui est une mesure qui est difficile à appréhender. Et donc pour ça, donc dans le fameux Well Architected Framework, donc ça fait partie des éléments qu'on essaye de travailler avec nos clients. Souvent, la première chose qu'on dit aux gens de la DSI, c'est inviter les métiers. Et on retravaille en fait sur ce qu'on appelle des proxymétriques. Vous m'excuserez encore un nouvel anglicisme. Et ce proxymétrique, c'est un métrique qui parle à tout le monde. Et donc, par exemple, à la WS Summit, notre événement qui a eu lieu donc au mois d'avril, on a eu la chance d'avoir la société TIDS qui est intervenue. Donc, c'est une société dans la publicité en ligne. Et donc, eux, ils ont travaillé sur un métrique qui était assez intéressant, c'est-à-dire que eux, ils ont normalisé leur usage processeur, donc selon la taille des machines, ils sont arrivés sur cette logique de ressources et ils l'ont divisé par le nombre de publicités vues. Et donc ce rapport parle au métier, parce qu'en fait, s'il y a plus de publicité vue avec la même ressource, eh bien ça peut être aussi intéressant pour finalement avec le même nombre, si on a baissé la ressource. Donc ce sont des éléments qui permettent aux métiers de savoir où est-ce qu'ils en sont, et c'est ce type de métrique qu'on essaye de mettre en place avec nos clients, parce que ça parle aux métiers, et c'est exactement ce qu'a pu faire Patrick aujourd'hui, c'est trouver des métriques qui parlent. Une question très opérationnelle, on nous demande si on peut avoir un taux de conversion CO2 par arbre. Alors, c'est des hypothèses, ça dépend évidemment de la jeunesse de l'arbre, de la région dans laquelle il est planté, de l'espèce de l'arbre, etc. Donc, il y a un ensemble d'hypothèses. Donc, c'est là où il y a de l'approximation, c'est là où il n'y a pas encore de standard de traçabilité type ISO. Et en tout cas, on est capable de faire une conversion qu'on a expliquée et on est capable de revenir dans nos hypothèses. Donc, ça fait à peu près, on a 2 ans d'historique en termes de chiffrage sur le Carbofinops. On est capable de revenir et de rétro-calculer et de revenir avec les mesures si on s'aperçoit qu'une de nos hypothèses était fausse. Alors, le Cloud Academy, c'est une académie interne qui est réservée à l'intérieur du groupe Thales, d'abord à DIS. On l'a lancé en début de cette année. On a eu un succès qui était assez imprévu. On ne pensait pas avoir autant de monde. Sur le track Green IT, c'est un track qui est optionnel, qui est proposé. On voit une bonne fréquentation et surtout, ça nous a poussé à faire du contenu et à simplifier notre discours et à expliquer dans cette démarche qui est encore bourgeonnante les clés de lecture avec beaucoup d'humilité, parce que ça progresse tous les jours et on est très fiers de dire qu'il y a péremption tous les 6 mois par rapport à ça. Et ça nous permet d'expliquer notamment, et pour faire le lien avec ce que disait Philippe, on a participé par exemple à la bêta de leur outil de Carbon Calculator. Donc ça, c'est des choses où notre expérience permet d'influer sur le développement de ces outils. Ça, c'est très important. Et aussi, évidemment, cet outil nous permet de confirmer un certain nombre d'hypothèses. Et ultimement, c'est le vendeur de cloud qui a la donnée la plus précise. Et on les encourage, par exemple, systématiquement, ça Philippe le sait, je suis un peu pénible avec ça, mais on les encourage systématiquement à revenir au pivot énergétique, qui pour nous est le vrai pivot de mesure en fait, du transfert d'électrons, c'est le kilowattheure. Et quand on aura ça, on sera très content. D'accord. Alors, vous avez évoqué donc les bénéfices de la migration d'une partie de votre informatique vers le cloud public. Est-ce qu'il y a d'autres leviers que vous activez ? Bien sûr, on n'est qu'au début. Non, mais il y a, dans le cloud public, déjà, on a un nouveau type de plateforme extrêmement standardisée, extrêmement automatisée, qui nous permet de bénéficier d'un certain nombre de gains immédiats, tangibles et mesurables. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, quand on déplace une application du cloud privé au cloud public, on a vu déjà un gain de 5 fois. Bon. Ça c'est mesurable, on a les mesures dans les deux, on a pu le comparer. Donc ça, c'est un client qui le dit, voilà, c'est pas le vendeur. Le deuxième gain, qui est tout aussi faisable, ça demande du redesign applicatif, évidemment, donc il y a un coût, mais le jeu en vaut la chandelle, c'est de passer dans une architecture de type container. Là aussi, on a un gain d'à peu près 5 fois. Donc un autre facteur 5. Voilà, à charge applicative constante, c'est-à-dire un nombre de transactions constantes. Si on gère bien l'application en microservice, si on la fait bien en style container, on arrive à constater ce type de gain. Alors évidemment, la mesure est fausse pour une application donnée, mais en moyenne, elle est vraie. Et on a encore un gain d'un facteur 5 si on arrive à passer sur des architectures de type serverless. Parce que là, le conteneur n'est activé que lorsque la fonction est invoquée. Et ce gain est notamment permis avec des innovations que met AWS à notre disposition, comme par exemple les processeurs Graviton, qui consomment beaucoup moins à charge constante. Comme le portage du code en serverless est beaucoup plus facile, puisqu'on donne au serverless un bout de code qui est exécuté indépendamment du binaire sous-jacent par l'application serverless, ça nous permet de bénéficier immédiatement de ces innovations, ce qui nous permet de gagner encore un facteur 5. Donc on voit que
Il y a évidemment des histoires de compromis. Toutes les applications ne peuvent pas aller en serverless pour diverses raisons. Mais on voit que le gain énergétique, en tout cas, c'est un des leviers qui peut aider à la prise de décision d'une architecture applicative.